Il faut qu'on institue un nouvel imaginaire social pour pouvoir instituer un nouvel imaginaire technologique. Je crois à la persévérance et à la pratique au quotidien. Si tous les jours, on martèle que les nouvelles technologies ne sont pas une affaire de technologie, mais une affaire de politique et d'exercice du pouvoir. Si tous les jours, on rappelle que les technologies qui nous entourent ont été produites dans une société néolibérale, elles servent le néolibéralisme, elles servent le désinvestissement de l'État de ses services publics, et bien de plus en plus, cette idée qu'il faut leur opposer quelque chose d'autre va s'immiscer dans les laboratoires citoyens, dans les laboratoires d'inventeurs qui vont peut-être concevoir autre chose. Et donc c'est un travail de propagande qu'il faut accomplir, positive, au quotidien, pour à bien asseoir cette idée. Je me suis rendu compte que la plupart des discours adoptaient un regard interne à la technologie. Donc, ils souffraient de ce que j'appelle le technicisme. Et pour mieux appréhender les technologies, les techniques plus généralement, il fallait s'en extirper. En fait, adopter un regard complètement étranger. Arrêter de parler d'intelligence artificielle, arrêter de parler des GAFAM, arrêter de parler de toutes ces questions qui contaminent notre compréhension, notre vision des nouvelles technologies. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu clairement que les technologies étaient d'abord des technologies d'exercice de pouvoir et de gouvernement des hommes. Et à partir de cela, eh bien, j'ai essayé de comprendre leur genèse, leur généalogie, leur constitution historique et aussi leur mutation pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on a l'impression d'abord que les technologies nous gouvernent. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette impression-là? Est-ce que ce sont les technologies qui nous gouvernent ou ceux qui produisent des technologies, ou alors encore plus ceux qui se servent des technologies alors qu'ils n'ont rien à voir avec même leur production. L'entreprise a toujours été politique. Les techniques ont toujours été politiques, puisqu'elles refaçonnent le monde dans lequel on vit, elles redistribuent les modes, les sources de pouvoir, elles donnent le pouvoir aux uns, à certains, elles en retirent à d'autres. Donc il n'y a rien de nouveau ici. Les techniques industrielles qu'on connaît aujourd'hui ont façonné notre monde de façon politique dès le départ. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui a probablement un peu changé. C'est une sorte de collusion, de connivence qui se met en place entre l'exercice du pouvoir technologique, notamment par les entreprises, et le pouvoir politique, c'est-à-dire les gens qui nous gouvernent. Ils ont trouvé un terrain d'entente pour verrouiller, d'une certaine façon, le gouvernement des hommes. Pourquoi? Pourquoi ils ont besoin de ces nouvelles technologies? Parce qu'on ne peut pas gouverner par le bâton dans les sociétés qui sont les nôtres, qui sont des sociétés libérales. Il y a besoin de développer et de mettre en place des modes de gouvernement indirect. Et il s'avère qu'il n'y a pas de meilleur modèle pour ce mode de gouvernement indirect que les technologies de l'Internet. D'un point de vue intellectuel, la perspective que j'adopte, c'est la perspective de Foucault. Foucaldienne. C'est pour ça que technopouvoir, c'est évidemment un écho au biopouvoir, qui est une notion qui je pense, aurait pu connaître encore plus de développement et de postérité. Mais le technopouvoir, c'est le gouvernement des hommes, le gouvernement indirect des milieux des hommes par la technologie. Donc il n'y a pas d'asservissement ou de dictature je ne sais plus qui disait que en fait l'absence que la surveillance, la société de surveillance, le gouvernement par la technologie, ce n'est pas la dictature, c'est l'absence de tout déterminisme par le droit, c'est le néant. Eh bien, cette espèce de néant qui est en train de créer, dans lequel nous, en tant qu'individus, on s'inscrit. Et certes, il en va de notre responsabilité puisque nous utilisons ces technologies, mais il faut bien comprendre que ces technologies sont faites pour qu'on ne puisse plus s'en passer et s'inscrivent dans une structuration du monde où elles sont rendues absolument nécessaires et inévitables. Un exemple que je donne, c'est que certes, on peut se lamenter sur le fait que le smartphone ne s'éteigne jamais, qu'il nous accompagne la nuit et le matin, mais aujourd'hui, la plupart des travailleurs sont soumis à l'injonction de la part de leur employeur de le laisser allumer. Eh bien, il est tellement inscrit en fait dans notre quotidien que parler de responsabilité individuelle, c'est complètement vain et c'est même illusoire. Il faut adopter au contraire une approche et un regard structurel sur ces sujets-là. Parce que si aujourd'hui on est addict, si on est dépendant, c'est qu'elles sont conçues pour ça. Je ne suis pas technophobe, bien au contraire.
En revanche, je m'interroge sur une des techniques du technopouvoir qui est de disqualifier n'importe quelle critique de la technologie lorsque elle apparaît comme étant défavorable à ces technologies ou contraire au mythe du progrès, au progrès, à la croissance, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut très bien être pro-technologie, enfin, défendre la technologie, tout en critiquant de façon très ardente les technologies telles qu'elles existent aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. On est directement et instantanément classé, comme l'ont été tous les penseurs technocritiques qui nous ont précédés, dans le grand cercle des technophobes. Ce que je veux comprendre, c'est comment fonctionnent aujourd'hui les technologies, décortiquer leur organisation, la façon dont elles exercent le pouvoir sur nous et qui se cache derrière, quelles sont les intentions qui se cachent derrière. Il me semble que cette critique, elle doit être livrée telle qu'elle au lecteur, sans pour autant tout de suite essayer de lui donner les clés d'une meilleure technologie ou de reprendre le pouvoir, etc. Évidemment, il faut inventer de nouvelles trajectoires technologiques. Évidemment, il faut les repenser à l'aune des problématiques environnementales et sociales qui sont les nôtres. Ces nouvelles technologies ne vont pas être inventées si notre regard reste focalisé sur les technologies. En fait, c'est une question de société à inventer. Il n'y aura pas de nouvelles technologies sans nouvelles sociétés. Il n'y aura pas de technologies qui ne sont pas obsédées par l'économie, la croissance, l'exploitation des données si on n'invente pas une nouvelle façon de faire de l'économie qui n'est, elle, pas obsédée par la croissance, le progrès, etc. En quelque sorte, et je me réfère à Castoriadis, il faut qu'on institue un nouvel imaginaire social pour pouvoir instituer un nouvel imaginaire technologique. Parce qu'en fait, les deux sont intimement liés et intriqués. Donc, en gros, ce que je propose de façon un peu ouverte, et ce que je suggère, c'est de nous concentrer sur faire de la politique tout court, avant de faire de la politique de la technologie. Les nouvelles technologies sont conçues de façon à nous séparer, à nous cantonner dans notre individualité. J'essaie d'un peu d'aborder cette façon qu'elles ont de nous refaçonner, parce que le but c'est de créer un nouvel homme. Parce que l'homme technologicus, que moi j'appelle l'homme sans qualité dans mon livre, c'est un homme parfaitement exploitable, qui est quasiment réduit à la somme de ses données, qui n'a pas de subjectivité, qui n'est là que finalement pour être calculable, prédictible, exploitable, de façon infinie et illimitée. Donc finalement, la relation, le but des technologies, c'est pas de nous mettre en musique notre société, mais en tout cas de la mettre en musique de façon qui lui correspond le mieux, celle qui permet pour elle d'exercer au mieux son pouvoir et d'augmenter évidemment ses profits. Mais cette mise en musique, elle présuppose en quelque sorte la rupture du lien qui existe entre nous. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus étranger à son voisin, à nos référents collectifs, donc à l'État, à la vie, à la communauté, mais aussi de plus en plus étranger à soi, puisqu'on se perçoit de façon détournée par le biais de l'image qui est construite de nous, comme si on était un avatar, en fait, construit de toutes pièces. Donc effectivement, il n'est pas étonnant que tant de critiques de la technologie parlent de la résistance individuelle à notre niveau, c'est-à-dire il faut se désintoxiquer, poser le portable, etc. Puisque, en fait, c'est la prise la plus immédiate et malheureusement peut-être la seule qu'on ait. Mais je pense qu'il serait dangereux pour nous d'abandonner tout collectif face à cette tactique de guerre qui nous est adressée. Bien au contraire, il y a aujourd'hui beaucoup de collectifs qui ont une activité militante de résistance et de rejet de la technologie. Malheureusement, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution aujourd'hui, puisqu'ils sont directement taxés de technophobie et que du coup, leurs actions ne sont pas du tout reprises à des grosses échelles. Ils sont vus comme des terroristes, comme des vandales qu'il faut surveiller, qu'il faut maîtriser. Donc la reconstruction d'un collectif, je pense, passe par une résistance et par une dissidence qui est discrète, qui est aussi discrète que le technopouvoir et qui s'organise en créant des liens entre différents groupes, entre nous les citoyens, entre les ingénieurs, entre les politiques, entre les chercheurs qui, eux, perçoivent cette force très, très importante des nouvelles technologies, cette force irrésistible, et qui s'organisent pour lui opposer une résistance et, lorsqu'il n'est pas possible de leur résister, faire dissidence. Je crois à la persévérance et à la pratique au quotidien. Si tous les jours,
on martèle que les nouvelles technologies ne sont pas une affaire de technologie, mais une affaire de politique et d'exercice du pouvoir. Si tous les jours, on rappelle que les technologies qui nous entourent ont été produites dans une société néolibérale, elles servent le néolibéralisme, elles servent le désinvestissement de l'État de ses services publics, et bien de plus en plus, cette idée qu'il faut leur opposer quelque chose d'autre va s'immiscer dans les laboratoires citoyens, dans les laboratoires d'inventeurs qui vont peut-être concevoir autre chose. Et donc c'est un travail de propagande qu'il faut accomplir, positive, au quotidien, pour à bien asseoir cette idée. Et c'est dans ce travail de décortiquage, de déconstruction et de clarification, un peu sèche et un peu froide, dans laquelle s'inscrit mon livre.